Death Row Records et Priority Records, distributeurs de Ruthless Records et de NWA, ont refusé d'accorder les droits musicaux aux auteurs de ce film. Tout droit sorti de Compton. On est en direct ce soir des studios de Ruthless Records pour parler avec Eazy-E et NWA, le groupe de rap le plus controversé de Los Angeles. À l'époque, les rappeurs mettaient en avant leurs origines. Le sud du Bronx, par exemple, New York, le Queens. Nous, on vient de Compton. Grandir dans le ghetto, ça forge le caractère. Ça forge le caractère si on sait en tirer profit. Quand on a vu des gars du quartier sortir des putains de rimes, ça nous a donné confiance. Il se passait quelque chose dans ce quartier. Leur musique avait un ton nouveau. Je compare ça à Elvis Presley et à la naissance du rock. À l'arrivée des Beatles, c'était vraiment spécial. Michael Jackson ne marchait plus. On croyait plus à cet intox. Les gens se reconnaissaient plus dans ces conneries. On en voulait plus. Le rap était plus réaliste. On a eu du succès car on disait la vérité. Et les gens en avaient marre d'entendre des conneries. NWA était contestataire. Ils parlaient du quartier de South Central et de ce qui s'y passait. La drogue, la violence. Ils abordaient des sujets de société dont personne ne parlait. Ils parlaient des gangsters. Gangsta, gangsta a cartonné. Fuck the police a cartonné. L'important, c'est ce qu'on est. Quand j'ai découvert NWA, je suis devenu fan. C'était un groupe de stars, dont Eazy-E était le cerveau. Cube écrivait les textes, Dre produisait les morceaux, et Ren venait renforcer l'équipe. Ça en faisait l'un des plus grands groupes de hip-hop. On vous dit pas ce qu'il faut faire? Vous avez votre libre arbitre? Eazy-E était l'image même du gangster de quartier. Ils veulent nous interdire parce que dans nos disques, on utilise des gros mots et on parle de viol. Ils vendaient de la coke, gagnaient du blé. Eazy-E a été le premier à le reconnaître et à s'en vanter sur un disque. C'est des conneries. Eazy-E était doué pour les affaires. Eazy-E vendait du crack dans le quartier. Il a gagné du fric. Il savait que j'avais un studio, alors il a voulu me rencontrer. Il voulait pas être rappeur, mais financier. Dre produisait les Wrecking Crew pour Alonzo, au sein de Crew Cut Records. Dre avait des ennuis. Il allait sans arrêt en prison. Je payais toujours pour le faire sortir. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Alonzo n'a rien fait. C'est Eazy-E qui l'a sorti de prison. Alors ils ont décidé que Dre produirait pour Eric dans mon studio. À partir de là, ils se sont plus quittés. On met le point sur la cible et on dégomme l'enfoiré. Ça rigole pas. Au départ, Eazy-E prenait ça à la rigolade, ouais. Mais ça a fini par lui monter à la tête. Dans un centre commercial, dans un magasin d'armes, j'ai vu ces types acheter des armes semi-automatiques pour partir en tournée. Comme s'ils se préparaient à aller au Vietnam, quoi. Ils vendaient leurs disques dans leur voiture. Ils étaient prêts à tout pour réussir. On passait la journée dans la caisse d'Eazy-E à vendre des disques. Je vendais mes disques.
Comment? Avec un flingue? Eazy-E a payé Alonzo pour qu'il lui présente Jerry Heller. Jerry Heller était le manager de Dr. Dre et d'Eric Wright. Eazy-E a lancé Ruthless. Eazy-E savait que Dre était un super producteur. Il avait fait Straight Outta Compton, Eazy-E Does It, l'album de Michel Lay, celui de D.O.C. Dr. Dre pouvait transformer ce son brut qui venait de la rue en magie qui peut toucher des milliers de gamins. Leur message était parfaitement entendu et ressenti par les jeunes. Dans tout le pays, les gamins noirs qui vendaient de la drogue et avaient des armes se reconnaissaient en eux. Les gamins aiment tout ce qui est interdit. Ils n'entendaient pas ce genre de choses à la radio. Ils ont vendu plus d'1 million d'albums. Et quand un disque de rap se vend à plus de 600 000 exemplaires, il ne touche pas que les Noirs. Il y avait des petits blancs, des fils à papa, qui kiffaient NWA. C'était pas seulement des milliers de gamins qui les écoutaient, mais des centaines de milliers. Les gens ont acheté 1 million d'albums et il n'est jamais passé à la radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Dès qu'on gagne du pognon et que le succès arrive, ça part en couille. Eazy-E et Jerry ne donnaient pas assez d'argent à Dr. Dre. Ils me devaient de l'argent et ils me payaient pas. Ils me prenaient à la gorge. Vous travaillez dur pour gagner votre vie et d'autres se démènent pour vous piquer votre blé. J'ai entendu Dre dire qu'il vendrait son âme au diable pour du pognon. Le diable doit avoir un reçu pour son cul. Un garde du corps au travail. Suge Knight était déjà là du temps de NWA. Mais je savais pas qui c'était. Suge était costaud, mais à l'époque, c'était personne. Suge Knight était le garde du corps de Bobby Brown. Être garde du corps, c'est être à la bonne école pour entrer dans l'industrie du disque. On est bien placé pour tout apprendre sur le business. Je regardais et j'apprenais. J'ai entendu des gens se plaindre. J'ai vu des artistes, des mecs qui voulaient devenir artistes. J'ai entendu parler musique. Moi, j'écoutais. Il s'est arrangé pour que je puisse continuer à faire ce que je voulais, par tous les moyens nécessaires. Suge était un chef, un meneur. Il était intelligent. C'était un peu le Dick Griffey du hip-hop. Dans les années 80, Solar était le label noir le plus prospère de toute l'Amérique. Dick Griffey, le fondateur de la compagnie, est un excellent dénicheur de talent. Ce qui m'intéresse, c'est d'enseigner le business aux jeunes. Suge est allé voir Dick parce qu'il manageait un jeune type, Mario Johnson, alias Chocolate, qui avait écrit des chansons pour Vanilla Ice. J'ai écrit ces chansons sur la table de sa cuisine. On écrivait les morceaux, puis j'allais lui donner les chansons, et il les apprenait. Il était crédité sur l'album, mais il n'avait pas été payé. Ses appels restaient sans réponse. J'arrivais pas à le contacter, mais c'était pas grave parce que le disque se vendait peu. Et puis grâce à la vidéo, l'album a décollé. Tout ça est arrivé très vite. Alors ils sont venus me dire, prends ces quelques dollars et oublie le passé. J'ai refusé. Suge est venu s'asseoir à ma table au restaurant. Il a été poli. Ça nous a foutu les jetons. Il avait 6 ou 7 mecs avec lui, une vraie équipe de foot. On savait où il crêchait, parce que je devais aller écouter ses chansons. Ils ont voulu que je vienne seul. Suge s'est méfié. Il m'avait déjà piqué du fric et des chansons. Alors il voulait venir. Il pensait sûrement que s'il lui donnait un petit chèque, il la fermerait. Je voyais pas les choses comme ça. Quand je suis rentré dans ma chambre, il était là. Il n'était pas seul. Il m'a dit ce qu'il voulait.
un pourcentage sur Ice Ice Baby. Je lui demandais pas un cadeau, mais un dû. Je savais quoi lui donner s'il voulait. J'avais pas été payé et mon client non plus. Je me souviens de l'interview de Vanilla Ice. Suge m'a emmené sur le balcon pour me parler. Il m'a dit de regarder en bas. On était vraiment haut. Vous avez eu peur? Je me suis chié dessus. Il ne m'a jamais suspendu au balcon. L'histoire a été déformée. Je tiens à dire qu'entre Suge et moi, il n'y a pas d'embrouille. On a dû faire un procès à Amy et à Winkle pour récupérer cet argent. C'est seulement après plus d'1 an de procédure que Chocolate a enfin été payé. S'il a été suspendu au balcon, ça l'a pas fait payer plus vite. J'ai été un investisseur dans Death Row Records, qui n'a pas touché une thune. Suge avait d'autres clients qui avaient écrit des chansons et produit des disques et qui n'avaient pas été payés. Il s'est pointé à ma porte avec 2 types, DOC et Dre. DOC était le conteur. Il a inventé des super histoires. C'était le mec le plus important du gangsta rap. Dre a été à la base de Ruthless Records. Il composait la musique. Il savait comment travailler avec les artistes. C'était sa société et celle de Eazy-E. Et puis, quand Eazy-E a rencontré Jerry, Jerry a pris Eazy-E à part et il lui a dit « Je te donnerai plus d'argent. Dre sera notre esclave. » Ils avaient les pires contrats que j'ai jamais vus. Les contrats que Ruthless et Jerry Heller avaient fait à NWA et Dre étaient draconiens. Et c'est peu de le dire. Au fur et à mesure des conversations entre DOC et Dre, la question s'est posée. Comment être sûr qu'on sera payé? Dick a dit à Dre, si tu continues à produire, je t'aiderai à monter ta société. Tu n'auras pas à t'inquiéter d'être payé. C'est toi qui seras le patron de ta société. Je leur ai suggéré d'aller voir Eazy-E et d'essayer de trouver un accord pour que Dre continue de produire Eazy-E, NWA et les autres artistes pour Ruthless. J'étais consultant pour Ruthless et Eazy-E. Je travaillais pour Jerry Heller. Dre et Suge sont venus dans mon bureau à Hollywood pour me dire qu'ils avaient quitté Ruthless et qu'ils montaient leur compagnie, Death Row Records. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a fallu convaincre Eazy-E de se bouger le cul et d'agir. Selon la justice, Suge et ses amis sont allés dire à Eric et Jerry Heller qu'ils ne pourraient empêcher Dre de partir. Non seulement c'était pas leur droit, mais ils en faisaient une affaire personnelle. Selon Eric, ils sont venus avec des battes de baseball et des armes. Ils l'ont menacé de le tuer et de tuer sa mère. Et ils m'ont pris en otage. C'est comme ça que Dre a réussi à s'en aller. Je n'étais pas là, je n'étais pas dans la pièce. Quand Eazy-E a dit à la presse que j'étais là avec le président de Sony, Tony Mottola, avec des battes de baseball et des tuyaux, c'était un mensonge. Nous avons toutes les preuves qu'il s'agit d'un complot. Eric Wright les a attaqués en s'appuyant sur les lois RICO. C'est la première fois qu'on s'en servait dans la musique. Ce sont des lois contre le crime organisé, utilisées pour coincer les parrains de la mafia. Eazy-E les accusait de blanchiment de fonds, d'extorsion, de menaces et d'intimidation. La plainte était établie contre Suge et Death Row, qui lui avaient volé son producteur vedette, Dre, mais aussi contre Sony Music. Dès le début, ce label est né dans la controverse et la violence. Les Dogs chez Solar. Il était convenu que DOC, Dre, Dick et Suge seraient associés. Ceux qui se sont engagés au début, je les aimerai toujours. Ils font partie de la famille. Ils ont pris un risque
On n'était pas connus. On n'avait pas d'argent. J'y étais de ma poche. À l'époque, Shug restait en coulisses. Il était serviable, discret, modeste. Il n'aimait pas les photos. C'était l'homme invisible. Il devait gérer le quotidien, traiter avec les artistes, les distributeurs et les maisons de disques. Moi, je tripotais les machines et je faisais les disques. Tout le monde suivait Dre. Parce que tout le monde respectait Dre. Tout ce qu'il touchait se transformait en or ou en platine. Tout le monde voulait travailler avec lui. À l'époque, c'était une valeur sûre pour tout ce qui était R&B et rap. Tout le monde suivait Dre. Il savait ce qu'il faisait. Les albums de NWA qu'il avait produits avaient été disques de platine. On croyait ce qu'on voyait. Il apportait le succès. Warren G et Ned Dogg étaient mes meilleurs potes. On a imaginé 213. Warren G était DJ, moi je rappais et Ned Dogg chantait. On n'avait pas de boîte à rythme, juste des platines et un micro. Warren G m'a appelé au téléphone et m'a dit « J'ai Dre en ligne. Et il a aimé notre démo. Il veut travailler avec nous. » Je lui ai dit « Arrête de déconner. » Et alors j'ai entendu « Allô, c'était Dre. J'aime ce que vous faites. Venez lundi au studio. » C'était déjà un rêve d'être dans la même pièce que Dre. Alors que Dre veuille qu'on vienne dans son studio, j'y serais allé à pied. Je voulais en profiter au maximum et apprendre tout ce que je pouvais. J'étais un élève. Ils habitaient dans mon immeuble. Ça limitait les dépenses. Ce qui coûte le plus cher, c'est le temps passé en studio. Je n'y connaissais pas grand-chose en rap et en hip-hop. Alors, je les laissais faire. Parfois, on restait debout jusqu'à 5 ou 6 heures du mat. Il y avait une super ambiance, on voulait rester. Même si on ne travaillait pas, on restait pour l'ambiance. C'était l'endroit où il fallait être, en plein Hollywood. C'était génial pour nous. On était jeunes, on sortait de notre quartier, on connaissait rien. Là, on était en pleine lumière. Dans le studio où Shalimar, Lakeside, les Whispers et Babyface avaient enregistré leur album. Sur le plan financier, ils existaient à peine. Ils ne cherchaient personne pour investir et les aider. On avait du mal à trouver de l'argent. On n'avait pas de structure. Suge Knight faisait tout ce qu'il pouvait. Il mettait la main à la poche pour nous aider. Dre n'avait pas une thune. Il venait de quitter NWA. Harry O. Dick s'était mis d'accord avec Suge, D.O.C. et Dre pour leur vendre un studio d'enregistrement. Un studio qui n'appartiendrait pas au label Death Row, car ils voulaient un truc à eux. Suge a dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui les aiderait à acheter le studio. On se demande encore où ils ont trouvé les fonds. Le FBI continue d'enquêter. On a entendu plein de choses. Voilà ce qui est sûr. Mike Harris était impliqué là-dedans. Aux infos, on appelait Mike le parrain. Ce soir, l'histoire d'un homme qui a tenté de tuer son meilleur ami, tout en essayant de s'attirer les bonnes grâces de Beverly Hills. Michael Harris, un homme qualifié par la police de trafiquant de cocaïne. À seulement 26 ans, il a déjà gagné des millions de dollars. Voici d'où il vient. Les rues de South Central, où il a vendu de la drogue et traîné avec un gang de Bloods, les Bounty Hunters. Dans le monde de la drogue, on l'appelle Harry O. Mike Harris était connu dans notre communauté. Il était admiré parce qu'il était en prison. Il trafiquait. Avant son incarcération, on le voyait beaucoup. Il avait lancé plusieurs projets dans la communauté.
L'organisation de Harris distribuait de la drogue en Californie, en Arizona, au Texas, au Michigan, en Illinois, en Iowa, en Indiana, au Missouri, en Louisiane, en Floride et à New York. Les quantités de cocaïne étaient telles qu'un baron colombien de la drogue comme Mario Villabona devait s'adresser directement à Harris. Et comme un parrain de la mafia, Harris a voulu légaliser sa fortune et rejoindre les rangs de Beverly Hills. Je n'étais pas un dealer, mais quelqu'un qui avait décidé de vendre de la drogue. Plus tard, j'ai décidé que je voulais plus le faire. Alors, j'ai investi mes gains dans l'immobilier et dans des affaires qui se sont avérées très rentables. Mike Harris avait de l'expérience dans le show business. C'est le premier Afro-Américain à avoir produit une pièce à succès à Broadway. Il a fait débuter Denzel Washington. Ça s'appelait Checkmates. La pièce a été jouée à Broadway. De nombreux Afro-Américains avaient été à Broadway sur scène pour chanter et danser, mais aucun en tant que producteur. Je croyais que c'était un homme d'affaires. J'ignorais qu'il était en prison. J'ai rencontré Michael lors d'une affaire impliquant Bo Bennett et Mario Villabona. Il y a eu de nombreuses condamnations au niveau fédéral. Ensuite, Michael a contacté David Kenner pour qu'il s'occupe de son appel. David Kenner s'occupait de droit pénal. À la fin des années 80, il faisait partie de l'élite qui s'occupait des affaires fédérales et les affaires de drogue. Il est devenu l'avocat de Michael Harris. Au cours du temps, il est presque toujours devenu proche de ses clients. Il avait l'habitude de s'impliquer dans leur vie, peut-être même un peu trop. David s'est entiché de Michael et ils sont devenus amis. Il était de la famille. J'étais toute seule à Los Angeles et il m'emmenait dîner avec sa famille. On ne se quittait pas. Il est devenu le confident, l'ami et l'associé de Michael Harris. C'était un riche avocat qui représentait des riches. Ça ne me paraît pas étonnant qu'un homme avec de tels clients ait voulu investir. Pour réussir l'exploit de me sortir de prison, il n'a pas fallu que de l'argent, mais du pouvoir et de l'à-propos. On a parlé de se lancer dans le show business. L'industrie du disque est très attirante. Au cours des années, j'ai reçu des cassettes et des offres de politiciens et d'hommes d'affaires qui voulaient se lancer là-dedans. Un jeune type, Eric, m'avait parlé de Shug. Shug savait d'où je venais. Mon passé l'intriguait. Et il voulait s'associer à moi. Mike a dit « Tu as Dr. Dre ?» Shug a répondu « Oui, le super producteur. » Quand j'ai appris que Shug était dans le show business, que je voulais réintégrer, j'ai pris mon téléphone et on a bavardé. Shug ne voulait pas aller voir Mike à cause de certaines affaires. Mike lui a dit que son avocat réussirait à le faire venir. David Kenner a emmené Shug Knight voir Michael à la prison de Los Angeles. Quand j'ai demandé à Shug de combien il avait besoin, il m'a proposé de s'associer à 50-50 pour 1,5 million. Ils ont décidé de fonder une société, Godfather Entertainment, dont Death Row Records serait une division. J'ai suggéré à David et Shug que mon nom n'apparaisse pas dans la société. Que ce soit eux qui aillent en première ligne, dirigent et représentent la société. Kenner était mon représentant. Il couvrait mes arrières. Lydia était là pour représenter mon pourcentage de GF Entertainment, qui allait être la maison mère de Death Row. J'ai vu arriver deux personnes que je n'avais jamais vues. C'était David Kenner et Lydia Harris. Pendant l'été 1991, Kenner a commencé à se montrer. On parlait pas mal de la compagnie et on s'attendait à ce qu'elle ait du succès. David Kenner était l'un de ceux qui tentaient de s'associer à Shug.
de travailler pour lui, de gérer ses affaires. 2 jours après la visite de Mme Harris et de Kenner, les choses ont changé. Le studio a été moquetté, tout a été réparé. On m'a donné de l'argent pour trouver des apparts aux artistes qui n'en avaient pas. On m'a donné du fric pour eux. Il y a eu pas mal d'améliorations dans le studio. Des chaises, des haut-parleurs. On m'a dit d'accepter les PCV, de trouver Shug et de lui passer ses appels. On a été engagé pour promouvoir Godfather Entertainment et pour lancer Death Row Records, leur premier pas dans l'industrie. Norman Winter, dans son infinie sagesse, a dit « Emmenons les gamins à Beverly Hills. On va leur en foutre plein la vue. » Ils sont allés aux Chasens. Tapez dans les mains! Je veux vous entendre crier! Applaudissez bien fort Dre, Shug et Dee aussi! Ces types-là seront les stars du 3e millénaire! On a pensé installer des détecteurs de métaux. On avait des citations à comparaître en guise d'invitation. Vous êtes convoqués devant l'honorable Dr. Dre et les agents de GF Entertainment pour assister à la libération de Death Row Records. Tapez dans vos mains! Allez, faites du bruit! On a invité tous les cadres des grandes maisons de disques de Los Angeles et de New York. Ça a été énorme. Au départ, on pensait dépenser environ 25 000 $ et on en a dépensé 50 000. Ils avaient du pognon et une belle réputation. C'était géant de donner une soirée aux Chasens, le soir des Grammys. D'habitude, c'était réservé aux Blancs. C'était un endroit où le rap ne pouvait pas entrer, sauf si les Blancs le sponsorisaient. Le marché qu'on veut toucher, c'est les nôtres. Il y a des gens talentueux sur la côte ouest. Des types qui n'ont pas eu la chance de montrer ce qu'ils peuvent faire. À GF Entertainment, avec le studio et les films, on veut donner une chance aux gamins des quartiers. On n'oublie pas d'où on vient. J'ai interviewé tous les acteurs présents ce soir-là. GF Entertainment est une société multimédia. Nous avons Death Row Records et une société de production de films. Nous allons organiser des concerts et tout un tas d'autres choses. Au début, il faisait ce que Mike voulait. Il reconnaissait qu'il y avait autre chose qui avait permis que ça prenne cette ampleur. David Kenner a levé son verre à celui qui avait rendu ça possible. Harry O. Le label a débuté avec Dr. Dre, qui voulait faire de la musique. Avec l'aide de Suge Knight, de Harry O et d'autres, c'est devenu une société. J'ai tout sur cassette, mais le FBI me l'a confisqué. Dans des circonstances douloureuses. Des balles dans le studio. Quand ils étaient chez Solar, on leur a cédé le terrain. Il y avait plein de lascars qui traînaient là. Et ce n'était que le début. Il y avait beaucoup de tensions. Il s'est passé quelque chose de plutôt inhabituel. Dre avait invité des types à venir au studio. Quand Shug est arrivé, il se servait du téléphone. Il y avait un téléphone au studio, réservé à mes appels. Shug avait bien précisé qu'il ne fallait pas l'utiliser. Comme j'avais du mal à communiquer, la ligne devait toujours rester libre. Il lui a dit de raccrocher. Le type a dit qu'il avait été invité par Dre et que Dre lui avait permis de téléphoner. En défiant Shug à propos du téléphone, en remettant en cause son autorité, il s'attirait des ennuis. Le ton a monté. Shug est allé chercher un flingue dans sa voiture. C'était le royaume de Shug. Personne ne lui répondait, personne ne s'opposait à lui. L'un des visiteurs faisait les malins avec lui. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il les a tabassés. Il a tiré dans le mur pour les effrayer. Les flics sont venus et ont sorti la balle. George et Linwood Stanley ont porté plainte contre Knight. Il a accepté de leur verser $1 million, mais il n'en a payé qu'un tiers.
Deep Cover a été un succès critique. Dre s'affirmait comme artiste solo. Il était le mentor de jeunes artistes, comme Snoop Doggy Dogg. Le succès de Snoop m'a donné confiance pour la suite. On faisait de la musique ensemble. Je savais que c'était bien et que ça pouvait se vendre dans le monde entier. Le succès de Snoop m'a remonté. J'avais hâte que ce soit mon tour. Je savais que ça plaisait. Ce titre est important car il montre deux mondes, celui que Dre quittait et celui dans lequel il entrait. Dre voulait montrer qu'il était un artiste solo, un bon artiste et un bon producteur. À l'époque, on essayait de percer. Dre arrêtait pas de dire qu'on allait percer. The Chronic devait tout lancer. The Chronic. En ce moment, je prépare mon album solo. Tout le monde a mis du sien dans The Chronic. Ça allait être le début d'une maison de disques et ce serait aussi notre premier album. Ça allait nous lancer. On était prêt à faire tout ce que voulait Dre. Tu veux ça? Ok. Tout tournait autour de Dre. Snoop Dogg amenait une certaine folie dans le rap. Il peut rapper sur tous les rythmes. Il déstructure le rythme. Plein de trucs étaient improvisés, spontanés. On met l'herbe comme ça, on saupoudre en zigzag, on l'allume et si c'est de la balle, on le garde. Sinon, on le fout en l'air. C'était des gamins qui crevaient la dalle, qui voulaient être des stars et qui ont mis leur talent en commun. C'est devenu un classique. À l'époque, on était tous des potes. Plein de gars passaient au studio. Ils étaient fauchés, mais ils formaient une famille. On n'avait pas de thunes pour sortir tous ensemble. Alors on restait au studio. Et on a créé un chef-d'œuvre. L'album The Chronic est né d'une collaboration entre Daz, Corrupt, Snoop, Warren G, D.O.C., RBX et moi. Rage, Jewel. On crevait la dalle. Tous. Dre aussi. On mangeait au fast-food 5 jours sur 7. Je vais me rouler un joint. On avait de la bonne herbe. C'est grâce à ça qu'on a fait The Chronic. Parfois, on traînait là, on buvait ou on se défonçait. Pendant ce temps, Dre travaillait. Il inventait des trucs. Et il les proposait à celui qui était là à ce moment-là. L'album de Dre était très attendu. The Chronic était fini. À l'origine, on pensait le distribuer avec Sony. Ça aurait été la première fois que des jeunes gars auraient eu l'occasion d'avoir un contrat de distribution avec une major et de rafler tout le pognon. Sony a refusé de distribuer l'album. Sony a eu peur des excès de Death Row et des incertitudes sur le contrat de Dr. Dre. Alors Sony s'est retiré. Eazy-E persistait à dire qu'on lui avait fait du tort et qu'on lui avait volé ses artistes. Alors, Sony n'a pas voulu se mouiller. Ils répugnent à traiter avec des rappeurs, par crainte que certains soient vraiment des gangsters. Beaucoup le sont. Certains vont en prison. Ils sont disques de platine, puis ils vont en prison. Dick et moi avons demandé à BMG de distribuer le disque. À cause des paroles, ils ont refusé. Tout le monde avait peur de sortir un disque de rap qui parlait de tuer des flics. Personne ne nous soutenait. Mais notre disque était prêt. John McClane est arrivé. Il a été emballé par le disque. Il le voulait à tout prix. Il m'a supplié. John a adoré le disque.
et il a proposé de l'amener à Interscope. Interscope. L'occasion s'est présentée pour un label jeune et agressif de distribuer Death Row. Il fallait traiter avec deux cadres de la profession, Jimmy Iovine, un producteur de disques de rock, et Ted Fields, qui avait produit des films et quelques tubes. Ils avaient lancé des groupes controversés, comme Nine Inch Nails. Ils avaient signé Tupac Shakur, l'autre rappeur à succès. Interscope était sur le point de mettre la clé sous la porte. WEA voulait laisser tomber. Ted Fields en avait marre de mettre la main à la poche. C'est alors qu'est arrivé Dick Griffey avec The Chronic. Dick et moi sommes allés voir Jimmy Iovine et David Cohen. On leur a passé The Chronic et ils ont été intéressés. Ces types m'ont dit « Écoute Dick, on va t'avancer 200 000 $. En attendant, on n'avait pas d'argent. Aucune liquidité. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, pas d'argent. Vient le mardi. Ils nous ont filé 100 000 $. Mais on a dû signer une reconnaissance de dette. Le mercredi, Suge et Dre étaient à Interscope. Jimmy Iovine a pris Dre à part. Et voilà, Dre, ça recommence. Il profite de toi. Puis il s'est adressé à Suge. Donne-nous le disque et tu auras $1 million. La bonne vieille stratégie du diviser pour mieux régner. Il y a plein de préjugés dans l'industrie. On croit que c'est noir contre blanc. C'est surtout jeunes contre vieux. La plupart de nos jeunes ne savent pas quels sont leurs droits. Alors, ils se font souvent avoir. Les vieux veulent vous faire la leçon. T'es un jeune homme d'affaires. Voilà ce qu'on propose. Tu nous donnes ce que tu as, tes cassettes, tes masters, tes groupes, et nous, on s'occupe du contrat. Suge ne connaissait rien au contrat, ni à la fabrication, ni à l'édition. Mais je suis pas débile. Je laisserai personne parler pour moi. On veut pas $1, mais 5. Et en prime, nos masters. Ils sont allés à Interscope et ont obtenu un contrat d'esclave. Les oisillons ont quitté le nid trop tôt. Interscope a flairé l'argent. C'est l'industrie du disque. Ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'avec Suge Knight, Dre, ce producteur génial aux manettes, et David Kenner pour s'occuper du juridique, ils avaient tout ce qu'il fallait. On a tout ce qu'il faut. On n'a rien à faire, juste à les financer et promouvoir leurs disques. Jimmy Iovine a dû payer Ruthless, Eazy-E et Jerry Heller et faire distribuer The Chronic par Priority Records. Sur chaque album de Dre vendu, Eazy-E touchait 25 ou 50 cents. Dans Dre Day, Dre l'insultait, mais pour chaque disque vendu, il touchait 25 cents. Après avoir signé cet accord, ils ont eu besoin de s'en aller. Tout à coup, ils ont disparu. Suge a coupé les ponts avec ses amis du début. Il a eu un nouveau bureau et une nouvelle équipe. C'est là que s'est faite la rupture entre Dick et Suge, et D.O.C. et Dre. The Chronic s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, a rapporté 50 millions de $. Ça a sauvé Interscope. Ça a fait Interscope. On a inventé quelque chose. C'était nouveau. Tout le monde se l'arrachait de la côte Est à la côte Ouest. Dr. Dre passait en boucle sur MTV. La première fois que j'ai chanté The Chronic avec Dre, c'était pour un petit concert à Compton. Tout le monde connaissait les paroles. Je me suis senti vraiment chez moi. Pour moi, Dre n'encourageait pas les gens à fumer de l'herbe. Il disait que son album était comme de la drogue. Mon album, c'est de la dope. Achetez-le. C'était un bon disque. Il y a toujours des types en rogne après ce disque parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas été payés. Moi, j'ai aimé.
J'ai été surpris, ça m'a plu. Je l'écoute encore. J'aime pas sa voix, mais j'écoute encore l'album. Un homme noir avec beaucoup de pouvoir. Il faut comprendre le monde de la rue à l'époque et maintenant. Le bouche à oreille est capital. Death Row est devenu branché. Tous les jeunes artistes noirs voulaient en faire partie. Le talent venait de lui-même. On savait qu'à Death Row, on serait compris. Les grandes majors pichent que dalle à la musique de la rue. Ils comprennent pas ce qui se passe dans les quartiers. Ils pigent pas. Et ils pigeront jamais. Alors ça laisse la place pour des jeunes hommes d'affaires qui, eux, comprennent ça et qui font un malheur. Je me la joue pas, Hollywood. Vous pouvez venir me voir, j'écouterai votre truc. Je vous parlerai. Je dirai pas « Déjeunons ensemble un de ces jours ». Non, je suis pas comme ça. Je suis définitivement ghetto. C'était la bonne époque pour les jeunes talents. Les portes étaient ouvertes. On comprenait ce qu'ils voulaient faire. Les gosses des rues pouvaient avoir une audition. Ils ont fait comme la Motown. Ils ont pris l'esprit, les rêves, les espoirs, les désirs, les pensées d'une époque, et ils en ont fait de la musique. Ce qui est arrivé à Death Row est vraiment miraculeux. Une petite société dirigée par un jeune noir qui sort 5 ou 6 albums. Tous sont au moins 2 fois disques de platine. Et n'oublions pas que si on travaille dans une major et qu'on sort 10 albums, on est considéré comme un génie si 3 ou 4 font un succès. Ce qui est important, c'est que personne ne m'a donné de leçons. Quand on nous apprend le métier, on a tendance à répéter les mêmes erreurs que les autres. Si tout le monde voulait rejoindre Death Row Records à l'époque, c'est parce que Suge Knight était un homme noir, avec plein de pouvoir, et il en imposait. On le voulait dans son équipe. Suge Knight est impressionnant. Quand il arrive, on le remarque. C'est un bel homme. Un homme costaud. La carrière de Suge intimidait les gens. Quand un type de 150 kilos vous dit quelque chose, ça a plus de poids que si c'est Mickey Rooney qui vous le dit. Suge se servait de sa taille comme Don King de ses cheveux. Ça a pris tellement d'ampleur que tout le monde a commencé à avoir peur. Un de mes amis à Sony m'a appelé pour me demander d'aller parler à Suge pour lui. J'ai accepté. Puis je suis allé demander à Suge ce qui se passait. Les gens avaient peur de lui parler. Suge est devenu un héros populaire. Les histoires se multipliaient. Suge avait balancé des gens du haut d'un immeuble de 30 étages. Suge avait enterré des gens dans du ciment. Les médias aiment bien traîner les gens dans la boue. Mais il faut bien réussir à se faire payer. C'était un homme d'affaires brillant. Il était prêt à tout. Il était prêt à marcher sur n'importe qui pour y arriver, coûte que coûte. Il y a quelque chose de génial et vous savez ce qu'on dit. Le génie n'est pas loin de la folie. Suge Knight s'est complètement grillé en faisant la couverture des magazines. C'était plus une éminence grise, mais une célébrité. Il se voulait célèbre. Je lui avais dit de ne pas faire la couverture des magazines, de rester caché dans l'ombre. C'est comme ça qu'on est puissant. Mais tout a pris de l'ampleur. Les gens ont compris que c'était lui le patron. Et il a oublié ce que je lui avais dit. Quand l'album de Snoop est sorti, c'était l'album de rap le plus attendu de l'histoire. Doggy Style, c'était mon truc, la fin de The Chronic. Là, c'était moi la star. Dre produisait, et quand Dre produit, on peut pas perdre. Que nous réserve ce nouvel album? C'est du gangsta rap.
Du super gangsta rap. Au Tower Records de Marina Del Rey, c'est l'album le plus demandé. Depuis la sortie de l'album à minuit, ce magasin a déjà vendu 130 CD et 100 cassettes. C'est l'album le plus demandé. Achetez-le, dépêchez-vous. Aucun premier album n'était entré directement numéro 1 dans les charts. Un album 3 fois disque de platine rapporte 30 millions de dollars au label, c'est-à-dire 45 millions à la vente. Death Row est devenu le cœur d'Interscope, qui est devenu le cœur de la section musique de Warner Brothers. Après l'album de Snoop, c'était trop facile. Death Row était au top. L'argent coulait à flot. On dépensait sans compter. Je dépensais des milliers de dollars par jour. Il gagnait 100 millions de dollars par an. Il pouvait acheter ce qu'il voulait et qui il voulait. C'était vraiment du sérieux. L'Amérique contre Death Row. Ce ne sont pas les rappeurs qui ont baptisé le gangsta rap. C'est l'industrie du disque. Ils disaient, il y a des gros mots, les femmes sont des salopes, alors c'est du gangsta rap, qui vient des gangs et des gangsters. Le gangsta rap n'a pas été inventé dans le ghetto. C'était déjà présent dans le cinéma américain, qui glorifie Al Capone et Lucky Luciano. C'est une image séduisante pour les Américains. La vie qu'on menait dans les années 80 a créé l'atmosphère idéale pour la naissance du gangsta rap. Ça mettait l'Amérique face à la réalité de la société. L'Amérique n'y était pas habituée et elle a été choquée. Ce genre musical, c'est notre CNN, nos émissions d'information. Les artistes font une description factuelle de ce qu'est la vie dans notre communauté. Si les infos se faisaient en rap, ce serait du gangsta rap. Le gangsta rap, c'est comme le ciné. Le drame vend bien. Il faut prendre ça pour ce que c'est, des disques. Il ne faut pas calquer sa vie sur ce qu'ils disent. C'est du divertissement. Aucun noir ne devrait faire la couverture d'un magazine avec un gros cigare devant 2 Rolls-Royce, habillé en rouge qui est la couleur de son gang. C'est un message négatif. La publicité négative avait son rôle à jouer. C'est cette image que Suge avait choisie pour la compagnie. Ces gamins n'étaient pas de vrais gangsters. La plupart ne faisaient pas partie de gangs, contrairement à ce que disait la presse. C'est leur entourage qui était pourri. Quand des Noirs font partie de gangs et font l'apologie de la violence, c'est un problème. Ce n'était pas Death Row qui mettait l'accent sur la violence, c'était les médias. La couverture médiatique était énorme. C'était à cause de Death Row et du gangsta rap que tous les jeunes tournaient mal. La rébellion attirait les jeunes. En écoutant les disques, ils vivaient des choses par procuration. Des paroles qui font l'apologie du viol, du meurtre, du racisme, de la drogue et de la violence. Crève, 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 sale porc. Time Warner promeut de la musique qui glorifie le viol, la torture et le meurtre des femmes. Si Dolores Tucker est une activiste qui veut incarner les valeurs morales des Afro-Américains. Elle voulait protéger l'Amérique de la menace du gangsta rap. Il y a des mots impossibles à répéter. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Elle ne pouvait plus rien faire. Comme Doggy, fais-le par derrière. C'était un alibi. Une femme noire qui pouvait dire que tout ça était mauvais. Elle s'est attaquée à Time Warner avec un compagnon de fortune, William Bennett. Ça nous dépasse que Time Warner ne comprenne pas. C'étaient des gens d'extrême droite, des censeurs potentiels. Avec Dole, ils ont attaqué Time Warner. Une ligne a été franchie. La limite du bon goût. Et surtout de la dignité humaine.
Un candidat au présidentiel accusait Time Warner des pires maux à cause de Death Row. La perversité dominante doit cesser. Il y a des problèmes sociaux dans ce pays. Je doute que ce soit la faute de la musique ou du cinéma. Time Warner avait Ice-T sous contrat. Ils l'ont licencié. Mais il leur restait Death Row sur les bras. Ils y avaient investi 120 millions. Et ça rapportait beaucoup d'argent. Ils ne pouvaient pas céder à la pression politique. Sinon, ils ne signeraient plus personne. Aucun manager ne signerait avec un label susceptible de se plier aux pressions. Nous autres, femmes afro-américaines, en avons assez d'être traitées de putes, de salopes et de traînées par nos enfants, qui sont payés pour le faire par Time Warner. On raconte qu'elle a proposé à Fuchs de lancer un label de rap positif qui distribuerait les artistes de Death Row. Elle surveillerait le contenu des chansons pour s'assurer de leur bonne tenue. Michael Fuchs, qui voulait à tout prix trouver une solution, l'aurait écouté. Fuchs lui aurait promis 80 millions de dollars pour démarrer. Elle voulait renforcer sa position par rapport à Time Warner pour changer la nature du gangsta rap, pour le transformer en rap pop ou en rap pour enfants, ce qui est impossible. Interscope n'était pas prêt à lâcher Death Row. Suge Knight protégeait la liberté de parole des artistes. Il s'assurait qu'ils puissent dire ce qu'ils voulaient. Quoi qu'il arrive, on va se battre. Et on va rester au top. Les difficultés nous rendent meilleurs et plus forts. Il n'allait pas laisser C. Delores Tucker décider des paroles d'un album de Snoop Doggy Dogg. C'était impossible. Mais apparemment, ils l'ont cru. On raconte que Michael Fuchs est venu à Los Angeles chez Dionne Warwick, où C. Delores Tucker attendait que Suge vienne signer un contrat qui materait Death Row. Elle voulait une maison de disques, ou au moins trouver une place dans cette industrie. C'est une industrie lucrative. Elle a vu où le rap se dirigeait. Ça avait rendu toute la nation plutôt nerveuse. Soit elle a essayé d'en tirer profit, soit on lui a fait miroiter des choses. Jamais, au grand jamais, je n'ai discuté d'un contrat de 80 millions pour aucune affaire, quelle qu'elle soit. Michael Fuchs et C. Delores Tucker ont attendu 5 heures chez Dionne Warwick. Et Suge n'est jamais venu. Il est allé à Interscope se plaindre de ses manigances. Interscope a attaqué Time Warner et C. Delores Tucker en justice pour ingérence. Time Warner a décidé de se retirer du gangsta rap et a cédé ses 50% d'Interscope à cette même compagnie. C'est une bonne décision, moralement responsable. Par leur action, en se retirant d'Interscope, malgré une perte financière, ils se posent en modèle pour toute l'industrie. Je les félicite. Ce sont de bons citoyens. Death Row a suscité une grande controverse. Si ça n'avait tenu qu'aux républicains, ça aurait renversé le président. Pour vous dire l'ampleur de la controverse. Tu veux me doubler? Les origines de Death Row, avec David Kenner, Michael Harris et Suge Knight, ne semblaient pas anormales avant la médiatisation. Personne ne connaissait David Kenner. David Kenner se chargeait du droit commercial du label et du droit pénal de pas mal de ses employés. La police de Los Angeles a annoncé que Calvin Brodus, 21 ans, plus connu sous le nom de Snoop Doggy Dogg, s'était rendu à la police vendredi avec 2 jeunes noirs en compagnie d'un avocat à propos de l'affaire du meurtre de Philip Walder Mariam lors d'une fusillade entre gangs. Ça n'aurait pas dû aller jusqu'au procès. La prétendue victime avait une arme. Elle essayait d'atteindre cette arme quand le garde du corps de Snoop a tiré. Nous le disons depuis le début, et les témoignages concordent. C'était de la légitime défense.
Le procureur était un enfoiré. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour me décrire comme le pire criminel lié au gang que la Terre ait porté. Il donnait une image de moi complètement fausse. C'était dingue. Il essayait de me faire condamner à perpète. Voilà ce que je lui dis. Va te faire foutre. Salope. Grâce à David Kenner, Shug se sentait en sécurité sur le plan légal. Shug a eu 5 ou 6 affaires en instance que David Kenner a pu contrôler et faire enterrer. Pour attirer les artistes, Shug mettait en avant son équipe juridique. Des experts en droit pénal pourraient les aider. Avant, quand on était noir, on était jugé par des blancs, et tout était joué d'avance. Là, pour la première fois, on leur proposait un avocat très compétent et un enquêteur en prime. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Dans bien des cas, l'acquittement était obtenu là où la condamnation semblait sûre. Dans le rap, les ennuis arrivent à 1 ou 2 heures du matin. Ce n'est pas un boulot pépère. David était l'unique avocat à être disponible à ces heures tardives. Sur les 70 ou 80 millions versés par Interscope entre 1995 et 1997, 13 millions ont été dans la poche de David Kenner. Death Row l'a fait vivre pendant un bon moment. Votre nom? David Kenner, KE2NER. Interscope n'aurait pas pu gérer les problèmes de Death Row sans Kenner. Kenner était un médiateur. Il disait à Jimmy combien il devait payer pour résoudre les problèmes. Ça m'a surpris. Je m'attendais à un avocat d'affaires, et lui, c'était un pénaliste. Il avait les qualités requises, car c'est un mec expansif, très malin. Et il a un petit côté mafieux. Au bout d'un moment, David s'est pris au jeu. Et il a perdu de vue ses priorités. David était censé faire sortir Mike de prison. David s'occupait de l'appel de Michael. Il sortait souvent avec Lydia. C'était son ami. C'était une personne de confiance. Le business a pris le pas et l'aspect juridique est passé au second plan. Je me disais que Mike gagnait un maximum de pognon. Et quand je voyais Kenner, je me disais qu'il représentait Mike. Puis j'ai entendu autre chose. Et j'ai su que c'était la guerre. La rumeur disait que Shug voulait faire affaire avec Interscope. Et quand il allait voir Mike, Kenner démentait. Mais Mike l'avait lu dans la presse. Alors Shug disait que la presse écrivait n'importe quoi. Mike a dit qu'il n'allait pas les laisser faire. Quand il a demandé des comptes à David, David a dit que Shug avait tout fait en douce. Michael a commencé à s'inquiéter de la situation. On lui disait que Shug racontait à tout le monde que Michael Harris n'était pas son associé. Dans la rue, on a commencé à dire que Mike était furieux contre Shug. Shug voulait tous les honneurs, et Mike s'en fichait. Tout le monde pense que Shug a tout fait. Quand Shug a commencé à faire la une, ça lui a plu. Et il a voulu la faire tout seul. Shug n'était pas obligé de rester mon associé. Mais je voulais une compensation pour mon temps et mon argent. Mike est en tôle, mais il a une famille, des proches dont il faut s'occuper. Il a été scié. Il était furax. Quoi, tu veux me piéger? Le téléphone n'était jamais bloqué. Plein de gars appelaient de la prison. Harry O n'était pas le seul. Mais au bout d'un moment, je m'en souviens. Je crois que c'était à cause de Harry. Ils ont bloqué le téléphone et plus personne ne pouvait appeler. David Kenner a commencé à les monter les uns contre les autres. Quand la rupture s'est faite entre Shug et Mike, David Kenner a dû choisir son camp. Pendant tout le temps où Shug démentait que Michael était son associé, ou qu'il jouait le moindre rôle dans la compagnie, David continuait à aller voir Mike et lui disait qu'il n'y avait aucun problème, que tout était sous contrôle. Ça me rappelle Brutus et César.
Michael a mis la main sur les statuts de Death Row et il s'est rendu compte que Shug et Kenner avaient monté une société qui était indépendante de la sienne, GF Entertainment. C'est là que Michael a commencé à penser qu'il y avait un problème. Ils m'ont doublé. Moi qui les ai fait se rencontrer. C'est lui qui a présenté Shug à Dev. Il a dit à Dev de lui parler. Il a donné du fric pour une maison de disques. Dev devait dire à Shug quoi faire. Shug allait voir Mike, qui lui disait quoi faire. Mike a demandé à Dev d'éviter la prison à Shug. Shug n'est jamais allé en prison grâce à Dev. Mike voulait pas que Shug aille en tôle. Mais dès que le fric a commencé à rentrer, il le connaissait plus. Il la lui ont fait à l'envers. Mike a demandé où était l'argent. Ils lui ont dit que le délai de paiement était de 60 à 90 jours. Ces 60 à 90 jours sont devenus 1 an. J'ai envoyé mes mandataires au bureau d'Interscope pour s'entendre sur le paiement. Là-bas, j'ai rencontré David Cohen, qui m'a dit « Et si je ne vous paie pas ?» Je lui ai répondu que j'irais tout raconter à la télé. Tout le monde savait que Harry O n'était pas un rigolo et qu'il avait des relations. Un mec qui a des relations peut régler son compte à quelqu'un. Michael a tapé une lettre. Michael a mis ses préoccupations sur le papier, sous la forme d'une plainte qui n'a jamais abouti. Il se plaignait, alors qu'il était un membre fondateur de Death Row, de ne pas avoir touché sa part des bénéfices. Interscope a vu cette plainte et a payé une somme rondelette pour en rester là. La dernière fois que j'ai vu Kenner face à face, c'est quand j'ai failli attaquer Interscope. Selon lui, j'avais raison, mais je choisissais mal mon moment. Le lendemain, j'ai reçu un coup de fil. Ils m'ont dit que Mike était en fauteuil roulant, qu'il ne pouvait plus marcher, qu'il était paralysé. J'ai demandé ce qui s'était passé. Le docteur m'a dit que c'était le syndrome de Guillain-Barré. J'ai demandé à Mike si Kenner lui avait donné un truc. David peut être le plus aimable des hommes ou le plus vicieux des hommes, selon le cas. C'était comme être gardien de prison. À ce moment-là, je me suis dit que Shug commençait à être mêlé à un peu trop d'histoires malsaines. Il s'était créé une image, et cette image a rejoint la réalité. Plus le temps passait, et moins Shug faisait la différence entre l'image et la réalité. C'était pas un gangster. Shug avait une famille. Ses parents sont toujours ensemble. Et il a joué au foot à l'université. Je crois que j'ai pas mal de crédibilité dans la rue. Et en même temps, j'ai un diplôme universitaire. Je réussis bien à combiner les deux. Il y a un problème avec ceux qui viennent de la rue et qui ne sont pas à fond dedans. Ils ne comprennent pas les règles. Ils croient que l'argent peut leur permettre de contrôler et de changer les règles. Il dirigeait la compagnie comme si c'était son gang. On était sa famille. Il nous a fait croire qu'il nous aimait. Tout ce qui a suivi est dû à sa volonté de faire de Death Row le label le plus crédible dans la rue. On fait du gangsta rap, c'est pas de la rigolade. À votre sortie de prison, venez bosser avec nous. J'avais jamais travaillé avant de bosser pour Shug. J'arrêtais pas d'aller en tôle. Je traficotais tout un tas de trucs. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Plein de gars sortaient tout juste de prison. Ils avaient gardé la mentalité. C'était comme être gardien de prison, mais sans armes, sans rien. On devait se débrouiller comme on pouvait. Combien de compagnies peuvent bosser avec des Crips et des Bloods? C'était pas une bonne idée. Quand Shug s'est embarqué dans des histoires de gang, j'ai été très clair avec lui. Je lui ai dit que ça causerait sa perte.
Au début, je trouvais ça génial, le concept de Death Row. Enfin, un frère aux affaires qui se laissait pas faire par les mauvais payeurs. J'étais à fond pour. Et puis ça a dégénéré. On avait un système avec des mauvais points pour les artistes et le personnel. Tu dis un mot de travers, t'en prends une. T'es en retard, t'en prends une. Tu fais ci, t'en prends une. C'était comme un Mac avec ses putes. Au bout d'un moment, Shug est devenu inaccessible. On pouvait plus lui parler. C'était plus possible. Ce mec, c'était un putain de caïd. La compagnie ne fonctionnait pas du tout de façon hollywoodienne. Les Blancs se crient dessus. Et ils se menacent de procès. Là, ça se passait pas comme ça. On venait régler nos comptes de manière beaucoup plus directe. Ces rappeurs venaient de la rue. Ils connaissaient rien d'autre. Il fallait se mettre à leur niveau. Il se croyait dans un film de la série du Parrain. Shug appliquait les méthodes de la mafia. Il régnait par la peur. Un jour, un type est entré en plein milieu d'une réunion. Il voulait être engagé, c'était un rappeur. Shug lui a dit « Vas-y, mais si on n'aime pas, on te botte le cul. » Il a dit 3 mots et ils l'ont tabassé. J'ai vu des gars se faire démolir. J'ai vu la porte se refermer sur eux. La terrible porte fermée. Derrière, ils se faisaient passer à tabac. J'ai pas été la seule à être tabassée. Mais moi, il me tenait pendant qu'on me cognait. Shug m'a attrapé par les pieds et ça a dégénéré. Une meuf m'est tombée dessus. Elle m'a frappé au visage. J'ai eu 2 cocards. David Kuehner était là, il regardait. Quelqu'un a filmé la scène. J'ai tapé Shug dans les couilles et je me suis tirée. Je n'ai plus vu Shug depuis ce jour-là. Et si lui me revoit un jour, ce sera dans ce film. Il y prenait un plaisir, ça l'amusait. Il était content d'avoir ce pouvoir d'inspirer la peur. Il se passait des choses terribles à Death Row. Au 12e étage de l'immeuble, près de UCLA, sur Wilshire. Mais ça n'empiétait pas sur Interscope. À Interscope, tout est joli. Il y a des boiseries. Il y avait un panneau Interscope à la réception. Death Row, c'était une porte. C'était seulement une porte en acajou, avec une caméra. DOC et RBX avaient des problèmes avec Shug. Ils n'avaient pas vu qui c'était. Puis ils ont fini par réaliser qui c'était vraiment. Et grâce à Dieu et à de bons avocats, ils ont pu partir. Tous les autres ont été pris à la gorge. Tupac. Tupac Shakur n'était pas en avance sur son temps, mais au contraire, en phase avec son époque. C'était un acteur et son côté racaille rappelait Marlon Brando. Il avait une conception romantique de la vie, d'un monde idéalisé à la Hemingway, où l'on vit de son art. Il était provoquant, quasiment incontrôlable. J'ai une grande gueule et je dis ce que je pense. Ça sort comme ça sort. Si je suis controversé, j'y peux rien. J'essaie de trouver ma voie, d'être quelqu'un. Pas de faire du fric sur le dos des autres. Tupac savait mettre des mots sur les malheurs des gens. Nous, les rappeurs, on a été témoins de la violence urbaine et on en a parlé dans nos disques. Au bout de 3 ou 4 ans, les gens l'ont pris en compte à cause des statistiques. Si on arrêtait d'en parler, il n'y aurait plus de statistiques. Et sans statistiques, on continuerait à s'entretuer dans l'indifférence. Il donnait matière à réfléchir. Il y a des noirs et des blancs qui n'apprécient pas ce qu'on dit. Mais c'est comme ça qu'on gagne notre blé. Si vous me laissez pas gagner mon blé comme ça, j'irai gagner mon blé dans la rue. Des tas de gens ont dit la même chose que Tupac. Mais Tupac, lui, il était crédible. Au début, je le prenais pour un petit con arrogant. En fait, il était profond. On doit parler sincèrement de ce qu'on fait pour survivre.
Pourquoi la vie d'un noir aurait-elle moins de valeur que la vie d'un blanc? Vous comprenez? Il y a moins de sécurité dans le ghetto que dans les quartiers blancs. Tupac voulait être célèbre. Pour ça, il n'avait que 2 ou 3 possibilités. Premièrement, faire du rap. Deuxièmement, être acteur. La troisième solution, c'était de s'engager dans les luttes qu'avait menées sa famille. Sa mère faisait partie des Black Panthers. Toute la colère et la frustration qui pouvaient l'habiter à cette époque se déversaient dans son fils. Quand Tupac était petit, pour le punir, elle lui faisait lire le New York Times de A à Z. À la fin de la journée, elle l'interrogeait sur ce qu'il avait lu. Tupac était bien conscient de ce que sa mère avait vécu. Il a continué à porter le flambeau, car rien n'avait changé depuis les années 60 pour les Noirs. Je suis pas responsable de tout ce que font les Noirs. Je dis que je suis une racaille, parce que je viens de la rue et que j'y vis encore. Pas parce que je suis un voleur et un violeur. Je suis un homme d'affaires. On peut me trouver là où je fais des affaires. Tupac était une star à Interscope. Et Interscope ne savait pas quoi faire de lui. Il était en prison. Il s'était fait tabasser par la police. Il a gagné son procès contre eux. On n'arrêtait pas de le harceler. Aux infos, on disait que c'était le mouton noir du rap, mais c'était pas le cas. Je vous remercie de me donner un procès équitable. Et merci du fond du cœur de détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé depuis 23 ans. Et très bonne année à vous. On parlait de Tupac tous les jours aux infos. C'était pas bon. On disait du mal de lui dans la presse, mais ça augmentait les ventes. Tupac avait une quinzaine de procès dans toute l'Amérique. Et pendant les tournées, il allait au tribunal dès sa sortie de l'avion. Laissez-moi passer. Les grands artistes sont souvent déphasés avec ce qui se passe dans la société, parce qu'ils ne voient pas le monde comme les autres. À sa dernière connerie, Interscope l'a laissé tomber. Il ne voulait plus le voir. Shakur et un autre homme sont accusés d'avoir violé et sodomisé une femme de 21 ans l'an dernier à leur hôtel. C'est pas un crime d'être avec une fille. Le crime, c'est que la fille m'accuse de viol. C'est elle qui m'a sodomisé. C'est pas moi qui l'ai sucé dans un club. C'est elle qui m'a sucé dans un club. C'est elle qu'il faut poursuivre. Hier soir, juste après minuit, au 723 de la 7e avenue, entre la 48e et la 49e rue, la star de rap Tupac Shakur et 3 membres de son groupe se sont fait tirer dessus. Le bruit courait que c'était un avertissement. Mais de la part de qui? De manière plutôt inattendue, le rappeur Tupac Shakur est sorti de l'hôpital Bellevue mercredi soir tard, après avoir été blessé par balle le matin même dans le hall d'un studio d'enregistrement. Au tribunal, Shakur n'a rien dit sur la fusillade. Après 3 jours de délibération, le jury a enfin décidé du sort du rappeur Tupac Shakur. Coupable d'agression sexuelle, il devra passer de 1 an et demi à 4 ans et demi en prison. L'incarcération de M. Shakur a été voulue par le maire, M. Giuliani. Un noir de 23 ans qui s'appelle Shakur n'a aucune chance en Amérique. Tupac était en prison. Il voulait en sortir à tout prix. Personne, pas même Interscope, ne voulait payer sa caution, qui avait été fixée à $1 400 000. Les gens de la côte Est et de New York le critiquaient. Ils le critiquaient et presque personne n'allait le voir. Il voulait revenir au sommet, ou aller là où les autres stars se trouvaient. Ça faisait un moment que Death Row voulait signer Tupac. Suge Knight lui a promis la liberté, l'argent, le pouvoir, le respect, la sortie de prison. Alors que faire? Il était effrayé. Il devait passer 4 ans enfermé. Tupac lui a promis que s'il le faisait sortir,
Death Row serait au top. Son CD se vendrait à 6 millions d'exemplaires. Ce n'est pas par hasard que Suge l'a pris à Death Row. Même si Snoop était une immense star, il n'avait pas la présence charismatique de Tupac, comparable à celle de James Dean ou Elvis. Il paraît qu'il a fait signer son contrat à Tupac sur du PQ. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand Tupac est sorti, il était prêt. Tupac a été libéré en septembre 1995. Il est allé à Death Row dès sa sortie de l'avion et a composé le premier titre, All Eyes on Me, en 15 minutes. Cet album est une célébration de la vie. Il est optimiste, énergique, amusant, mais le langage est plus violent, parce que j'ai passé 11 mois et demi en prison. Tupac a montré qu'à partir de rien, il était devenu quelqu'un, et que tout le monde pouvait le faire. C'était possible. Il stimulait tout le monde, faisait travailler tout le monde. Tous les artistes de Death Row ont participé à son double album. C'était sa façon de dire qu'il était de la famille. Il les a invités alors qu'il n'y était pas obligé. Pendant un enregistrement, je l'ai vu s'amuser, faire la fête. Mais il assurait. On pensait qu'il était venu avec ses chansons prêtes, mais non. Il les écrivait au fur et à mesure. Au studio, tout le monde voulait ressembler à Tupac. Tupac est capable d'improviser à la demande. Alors ils essayaient de l'imiter. Il a établi un certain niveau de compétition. Il a mis la barre plus haut. Tous les artistes vous diront que Tupac leur a inculqué qu'on peut toujours mieux faire en travaillant plus. Quand Tupac est arrivé, plus personne comptait pour Suge, ni Snoop, ni personne d'autre. Il se fichait des autres artistes. Il ne voulait que Tupac. Il disait que Tupac était un génie, qu'il pensait qu'au travail et à rien d'autre. Il voulait seulement travailler au studio. Il voulait faire partager ses expériences au monde entier. Est contre Ouest. Quand Tupac est sorti de prison, Sean Puffy Combs était sur le point de devenir la version côte Est de Suge Knight avec Bad Boys Records. Le premier grand artiste de ce label était Notorious Big. Tous ces problèmes entre la côte Est et la côte Ouest ont commencé quand on est allé aux Source Awards à New York. Monsieur Knight est arrivé sur scène à New York et on savait tous que Puffy était de New York. À tous les artistes qui rêvent de signer chez nous pour ne pas avoir sur le dos un producteur exécutif qui se mêle de tout, de leurs vidéos, de leurs disques, venez chez Death Row. Le public s'est mis à nous huer. Et je me suis dit, pourquoi il a fait ça? La côte Est n'aime pas Dr. Dre et Snoop Dogg? La côte Est n'aime pas Dr. Dre, Snoop Dogg et Death Row? Vous nous aimez pas? Vous nous aimez vraiment pas? Dites-le alors! On sait que vous êtes de la côte Est! On sait! Je suis le producteur exécutif dont on vient de parler. Contrairement à ce que certains pourraient penser, je tiens à dire que je suis très fier de Dr. Dre, de Death Row et de Suge Knight. Ce conflit Est-Ouest doit cesser. Ça me touchait de très près. Puffy était un bon pote. Il y a assez de place dans ce métier pour deux jeunes noirs qui veulent réussir. Vous imaginez une bagarre entre Al Bell et Berry Gordy? Ou que les Temptations s'en prennent aux Four Tops? Ça aurait vraiment pas fait sérieux. Bagarre entre les Four Tops et les Temptations. Marvin Gaye s'est battu avec Smokey Robinson aux Grammy Awards. Imaginez un peu. Beaucoup de gens sur la côte ouest pensaient que nous, on aimait la côte est. Ils venaient avec leurs disques, ils jouaient dans les clubs, ils faisaient des concerts de promo et on s'occupait bien d'eux. Mais eux, ils nous ont pas reçus aussi bien.
J'ai vu des DJ new-yorkais refuser de passer des disques de la côte ouest. Ça sonne country, ça rime pas, ça se danse pas à leur soupe. C'est la faute des médias, tout ça. On entend parler de trucs que quelqu'un aurait dit de l'Est sur l'Ouest et vice-versa. Puis c'est gonflé par la presse. Tout est parti de là. Ceux qui parlent de la guerre Est-Ouest sont de vrais Judas. Ils ne font que semer la confusion. Ça a fait une mauvaise pub au rap. Soudain, beaucoup y ont vu un pôle du trafic de drogue. Death Row s'est mis à vivre de ce conflit plutôt que de son talent. Il y a 3 ans, aux échecs, on aurait gueulé échec et mat, parce qu'on a battu ces enfoirés. Le manque de respect n'a cessé de croître entre la côte Est et la côte Ouest. Virez votre gouvernement actuel, Bad Boys, Nas et toutes ces merdes. Et on vous en amènera un qui nourrira tout le monde à New York. Ensuite, il y a eu le problème entre Tupac et B.I.G., qui n'a fait qu'aggraver les choses. Je les possède, lui et Puffy. Ils savent que j'étais le type le plus réglo impliqué dans le succès de B.I.G. Je l'ai beaucoup aidé, j'ai été réglo. J'ai pas écrit pour lui, mais il me doit beaucoup. Je le laissais participer à mes concerts. Il venait s'éclater en plein milieu de mes concerts. Je lui achetais plein de trucs sans jamais rien demander en retour. Il a profité de mon expérience, de mes leçons, de mes principes et de ma connaissance du business. Il me doit tout. Il a détourné la tête quand des types ont voulu me buter. Il savait. Ça s'est passé 3 semaines avant. 3 semaines après, son album sortait. Mais il savait pas qui m'avait tiré dessus dans son putain de bled. J'ai dû faire mon enquête moi-même, en tôle. Je suis de l'Est et je sais qui a tiré et je sais ce qui est arrivé. Tupac a eu tort de dénoncer ceux qui étaient liés à cette affaire à New York. Il en a fait une affaire new-yorkaise, un conflit côte Est, côte Ouest. Je suis sûr que quelqu'un l'a poussé à en rajouter. Sûrement Suge. Ça attire les médias et ça fait monter les ventes. Tupac s'était vanté d'être sorti avec la femme de B.I.G., Faith Evans. C'était une humiliation terrible pour B.I.G. C'était vraiment la guerre entre eux. On tournait un clip à Manhattan. Biggie Small est allé à une station de radio et il a dit « Je ne peux pas croire que New York laisse Tupac et les Dog Pound tourner un clip dans notre ville, en plein Times Square. » Biggie a dit « Tupac et les Dog Pound ?» Mais c'était Snoop et les Dog Pound. Tupac n'était pas avec nous. Snoop se faisait coiffer. On était tous dans la caravane quand soudain, on nous a tiré dessus. Et c'était pas un avertissement. C'était pour tuer. Les textes de Tupac Shakur avaient évolué. Au début, ils étaient politiques, puis ils sont devenus plus rues. C'était Ouest contre Est. À Rikers Island, il était pensif. Il voulait changer de vie. Plus tard, il a dit des trucs du genre « J'emmerde New York, j'emmerde la côte Est, Suge est super, il agite son fric devant les caméras de MTV. » C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Une de ses chansons s'appelait « Hit 'em Up ». Elle parlait de buter des types du camp adverse, divers artistes. C'était plein de menaces. J'ai dit « Tupac, tu entends ce que tu dis ?» Il a répondu « Ouais mec, je l'ai écrit. » Alors je lui ai dit « Il va nous falloir plus de protection et tu vas mettre un gilet pare-balles. » L'Exode. Quand il y a une telle synergie entre 2 personnes, qu'elles font bouger les choses, si le couple bat de l'aile, plus rien n'est jamais pareil. Dr. Dre, il a toujours eu un grand frère ou une figure paternelle près de lui. Il a eu Alonzo Williams, puis Eazy-E, Jerry Heller. Ensuite, ça a été Suge Knight. Dre a toujours eu besoin d'un guide car il est très artistique. C'est vraiment un artiste. J'avais l'impression qu'un autre tirait les ficelles. Il avait des comptes à rendre à quelqu'un. Vous savez qui c'était? On le sait tous. Le roi Suge Knight voulait avoir une cour autour de lui. Et je ne crois pas que ça plaisait à Dre. Il y a tant de gens autour de moi. Combien me sont vraiment utiles?
Tupac et Dr. Dre s'entendaient bien au départ. Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Du moment où j'ai travaillé là, de 1995 à début 1996, Dr. Dre est allé 2 fois en studio. Tupac l'a mal pris. Il n'en foutait pas une. Les autres ont tout fait et c'est lui qui a reçu les lauriers. Daz et les autres petits producteurs, tous ceux qu'on a eus chez nous, ce sont eux qui ont bossé. Dre n'a rien fait, ni la musique, ni les textes. Suge a joué auprès de Tupac le rôle qu'il avait joué pour Dre. Ce n'est pas une coïncidence si Tupac est devenu le porte-parole de Suge et a insulté Dre. Il est génial, mais il n'en fout pas une depuis des années. Moi, je me bouge. Je remue les gars, je les motive, je fonce. J'enchaîne les albums. Je fais mon truc. Et ce naze met 3 ans à faire une chanson. J'ai senti un changement quand on a fini Murder Was a Case. On est entré au studio Can-Am pour travailler sur Dog Food. J'ai vu qu'il était moins inspiré que d'habitude et qu'il était entouré de trous du cul qui n'avaient rien à faire là. Ce studio était comme ça, c'est tout. Et c'est mon lieu de travail. On bossait plus, on s'éclatait. Le succès était là. On était des stars et on attirait ces nazes comme des mouches. Ça plaisait pas du tout à Dre. Il se passait des trucs qui me plaisaient pas. Et tout le monde laissait faire. Dre aime les ambiances de travail dans lesquelles il peut créer. Il voulait une équipe qui soit dans le même état d'esprit. Pas des racailles avec un casier. Il voulait pas de problème. Suge a repris la boîte. C'était un secret pour personne. Dre voulait lécher le cul de personne. Il voulait garder la même position. Alors, il s'est cassé. Il a dit, je veux me tirer. Je veux créer Aftermath. Je veux plus faire partie de Death Row. Je veux oublier ça, je veux voir ma famille, vivre normalement. Quand Dre a quitté Death Row, ça a été un choc pour moi. Il avait créé ce label et soudain, il le quittait. Je pensais que quand quelqu'un posait un problème, si c'était ton label, il suffisait de le virer. C'est comme ça que j'ai appris que ce n'était pas uniquement son label. Le départ de Dre n'a pas été une grande perte. Quand on a une société multimillionnaire qui vaut peut-être $1 milliard, qu'on la possède à 100% et qu'on n'a pas d'associés, on ne doit rien à personne et je lui devais rien. C'est Dre qui a créé Death Row, vous comprenez? Il n'aurait jamais dû partir de cette façon pour se retrouver dans une situation où il se sentait lésé. Il a abandonné 50% de son label pour partir ailleurs et fuir le danger que représente maintenant Death Row. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a très bien fait. Vegas. C'était le 7 septembre. On partait du combat de boxe. Tupac, Mike Tyson et des amis étaient là. On est passé par les coulisses pour quitter la salle. Après avoir passé les coulisses, un des gars de Suge s'est approché et a chuchoté un truc à Tupac. Tupac s'est mis à courir. Il y avait un type qui se tenait à côté d'un garde de sécurité MGM. Tupac s'est approché de lui. En y repensant, c'est clair que ce type attendait. Tupac l'a bousculé et une bagarre a commencé. Orlando Anderson et 2 gars de Suge s'étaient battus au centre commercial Lakewood en Californie en avril 1996 à propos d'une chaîne Death Row. Parce qu'il y avait une récompense pour les chaînes Death Row. Le type qui s'était battu avec Orlando dans ce centre commercial est celui qui a chuchoté un truc à Tupac et a déclenché la bagarre. Il frappait Orlando Anderson à terre. Tupac, Suge et leur entourage se vantaient de ce qui s'était passé. On est rentré au Luxor, dans la chambre de Tupac. Il s'est changé. On est redescendu. On était tous là. Les filles étaient là. On s'apprêtait à aller au 662 à une after. Tupac m'a dit, ne viens pas avec nous. Il m'a tendu les clés. Conduis les autres. Nous, on va au club faire la fête.
J'ai dit OK. Tupac et Suge sont montés dans la BMW. On a pris le strip. Suge était devant. Je le suivais et il y avait encore des voitures derrière nous. On a pris à droite par Flamingo pour aller au 662. Alors qu'on s'approchait d'un feu, au croisement de Koval et de Flamingo, une voiture est arrivée sur la file d'à côté, à ma hauteur, et à celle de la BMW. Comme la voiture approchait, je me suis tourné pour regarder. Et j'ai vu que c'était une Cadillac blanche. Elle s'était encore approchée de la BMW. Elle devait en être à ça. Quand un bras en est sorti et s'est mis à tirer. J'ai entendu des coups de feu. Tupac est passé à l'arrière pour essayer d'échapper aux balles. La balle l'a touché à la hanche, a ricoché sur un os et a continué jusqu'au poumon. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit de se baisser et je l'ai couvert. C'est là que j'ai reçu une balle dans la tête. Il était touché. J'ai foncé à l'hôpital. Il m'a dit en plaisantant, il riait. Moi, à l'hôpital? C'est toi qui es blessé à la tête. Dans notre prochaine édition, les textes La vie de gangster de Tupac Shakur. Ce soir, le rappeur Tupac Shakur est mort d'une blessure par balle. C'était dans tous les médias, à la télé, à la radio. Une foule dense attendait près de l'école Nation of Islam pour un dernier adieu. Le bruit a couru que Suge avait fait tuer Tupac parce qu'il voulait quitter le métier. J'ai ri en entendant ça. Ça semblait peu probable. Comment Suge aurait-il pu demander qu'on tire sur une voiture dans laquelle il se trouvait? Cette tragique histoire a tant de facettes. Tupac Shakur a été l'une des grandes forces créatrices de notre époque. Ce n'était pas seulement un rappeur, c'était un visionnaire. Il ne voulait pas aller à Las Vegas. Il avait failli tout annuler. Ce jour devait arriver. C'était son destin. Il ne voulait pas y aller, mais il y est allé, parce que son destin était de mourir ce jour-là. C'est vraiment terrible de perdre encore un frère, victime de sa musique. Le déclin de l'Empire. Toute personne ayant un peu d'intuition pouvait deviner que cette société allait droit à la faillite. Le succès leur a fait perdre la tête. Leur ego a pris le dessus. Et très vite, ils se sont retrouvés sur la mauvaise pente. Le fondateur d'un grand label de musique rap ira-t-il en prison pour non-respect de sa conditionnelle? L'an dernier, il n'a pas contesté son accusation pour l'agression en 1992 de deux jeunes rappeurs dans un studio d'Hollywood. Il a déjà été condamné 8 fois. Combien de fois a-t-il mordu dans la pomme de la conditionnelle? Il semble clair que M. Knight l'a frappé du pied droit. Cet homme a choisi d'ignorer sa conscience. Il était le seul à pouvoir changer ça. Nous, on ne peut aller que de l'avant, apporter notre contribution à l'industrie musicale et espérer qu'une telle chose ne se reproduira jamais. Je pense qu'il a participé activement à cette agression. Il y a bien non-respect de sa conditionnelle. Selon moi, la façon dont il est parti prouve qu'il se savait coupable. Je crois qu'il a participé à l'agression. Et la façon dont il est parti me laisse penser qu'il savait ce à quoi il était mêlé. Votre casier indique des actes de violence. Vous êtes un danger pour la société. De plus, vous êtes récidiviste. Vous n'avez pas respecté la mise à l'épreuve. Nous refusons une autre période de mise à l'épreuve. Tout le monde sait que si ça avait été quelqu'un d'autre, le contenu de cette cassette vidéo n'aurait pas suffi pour déclarer une violation de conditionnelle. Et même si quelqu'un avait pensé que ça l'était, ce n'était pas le genre de violation et de délit qui justifiait une condamnation à 9 ans de prison. Suge est en tôle. Comment l'un des types les plus puissants, les plus importants de l'industrie musicale
peut-il être en prison pour un motif aussi stupide qu'avoir participé à une bagarre? C'est une grave erreur judiciaire. Shug avait cet avocat qui était un type très brillant. C'était un avocat qui avait des relations, il connaissait quelqu'un au bureau du procureur. Alors je me suis dit que si tous ces gens très puissants étaient impliqués là-dedans, c'est qu'ils avaient mis Shug dans une sale situation. David Kenner était très important dans notre business. Du coup, on est forcé de se demander qui avait l'argent, qui avait le pouvoir. Dans sa prison, Shug s'est sûrement demandé si ce type le défendait. Suge Knight était et est toujours Death Row. Pour moi, sans Shug, Death Row n'existe pas. Si Shug a digéré tout ce qui lui est arrivé, je pense qu'il peut reprendre Death Row Records et créer une nouvelle société encore plus viable que l'ancienne. Il y aura toujours des légendes. Mais si on les laisse faire, on sait quelle influence elles auraient sur les jeunes des quartiers. Quand des types touchent les oreilles de l'Amérique noire, mais aussi de l'Amérique blanche, ils peuvent dicter leurs lois. Quand on vend 5 millions d'albums, quand on fait des tournées mondiales, tout ce sur quoi on met sa tête se vend. Et tout ce qu'on approuve est suivi à 100%. Death Row Records est un label qui a failli couler une major et en a fortement ébranlé une autre. Elle a inauguré un nouveau style dans l'industrie musicale. Ce n'est pas juste l'histoire de gars de Compton. Elle a touché toute l'industrie musicale et finalement toute l'industrie en général. C'est une histoire de pouvoir, d'avidité, d'ego démesuré, de sexe, de violence, de gloire et d'échec. Et il n'y a rien de plus américain. Death Row a laissé un héritage à la fois négatif et positif. Le positif, c'est que si on a du talent et qu'on est prêt à travailler, on peut créer son business et ça peut marcher. Shug a créé sa boîte à partir de rien. On peut faire pareil. On entendra ça encore longtemps. Ça aura marqué une époque dans la culture et l'histoire américaine. Ce qu'il y a de triste, c'est que Jimmy Iovine et Ted Fields ont vendu Interscope pour 400 millions de dollars. J'ai gardé l'article du Wall Street Journal qui a pour titre « Warner mise sur la musique rap ». Ce qu'ils achetaient, c'était Death Row. Ils l'ont payé 400 millions de dollars. Jimmy Iovine et Ted Fields ont gagné 400 millions de dollars. Tupac est mort et Shug est en prison. Qui est en prison? Mike Harris. Suge Knight. Où est l'argent? Qui contrôle l'argent? À qui est passé le pouvoir? Le pouvoir qu'avaient tous ces Noirs. Death Row a été poursuivi en justice de nombreuses fois pour des histoires de gestion. Le FBI enquête sur les transactions effectuées par Shug à Las Vegas. Ils enquêtent sur ses relations avec Michael Harris. Jamais mon argent n'a été considéré comme illégal. On n'a jamais pu prouver que j'avais blanchi de l'argent. Michael est en prison pour meurtre et trafic de drogue. Si le gouvernement lui proposait une remise en liberté pour témoigner contre David Kenner, Suge Knight ou encore Andre Young, il est fort à parier qu'il l'accepterait. Je ne roule que pour moi, ma famille et mes copains. Je préfère rester en prison que vivre en liberté comme une balance. Je pense que Shug, dans l'esprit des Blancs de l'industrie américaine du disque, devait être arrêté. Il fallait l'arrêter. On a commencé à se faire de l'argent dans les rues en vendant des bouteilles, des capsules de bouteilles, ou encore de l'herbe au coin de la rue. Très vite, on s'est dit, trouvons plutôt un truc légal à faire. Et les problèmes ont commencé. Ils veulent pas qu'on bosse légalement. Pour eux, on était des petits dealers. On n'avait aucun avenir. À part si on devenait le second du caïd. Ce serait difficile de dire qui a créé quoi avec de l'argent légal. Et ils s'en foutent. S'ils devaient prendre Death Row à cause de Suge Knight,
Pourquoi ils n'ont pas pris aussi Atlantic et Interscope? Ils gagnaient plus d'argent que Death Row. Si Death Row a été créé grâce à la drogue, ce label faisait de l'argent au sein d'Interscope, Atlantic aussi. Il fallait s'en prendre à tout le monde, pas juste au label noir. Eric Easy E. Wright est mort du sida en mars 1996. Le catalogue de Ruthless est distribué par Priority Records, filiale de EMI. Jerry Heller s'est vu récemment accorder un règlement de plusieurs millions sur les biens d'Eazy-E pour ses intérêts dans Ruthless Records. Il travaille toujours dans l'industrie du disque. Dick Griffey s'occupe principalement de ses intérêts commerciaux en Afrique. Il est toujours en procès avec Death Row Records. Interscope a vendu les 50% que lui avait revendu Time Warner à Universal Seagram pour 200 millions de dollars. Ces sociétés ont ensuite fusionné pour former Interscope Geffen AM. Jimmy Iovine est à la tête d'Interscope. Ted Fields a quitté Interscope en février 2001 après avoir revendu ses parts à Seagram Vivendi. Il travaille toujours dans l'industrie du spectacle. Dr. Dre a gagné un Grammy Award en 2001 en tant que producteur de l'année. On le considère comme l'un des plus grands producteurs de l'histoire du rap. Christopher Wallace, alias Notorious Big, a été abattu lors d'une fusillade à Los Angeles. L'affaire n'a pas été résolue. Snoop Dogg est l'un des artistes de rap les plus appréciés et c'est un modèle pour les jeunes artistes. Son album Dallas Mill s'est vendu à des millions d'exemplaires. David Kenner continue d'exercer le droit à Encino en Californie. Il est toujours affilié à Death Row Records. Michael Harris devrait être libéré en 2005. Il continue de faire appel suite à sa condamnation de 1988 pour complot pour meurtre. Son nouvel avocat est l'ancien procureur de l'affaire O.J. Simpson. Marion Suge Knight a continué de diriger Death Row Records depuis la prison fédérale de Sheridan en Oregon. Il a été libéré le 7 août 2001.